Très, très bien entouré aujourd'hui pour cet épisode du SOS Podcast. Valérie Letourneau, à ma gauche, ancienne combattante de l'UFC, et Yohan Lennes, mon co-animateur habituel. Et Yohan, pas le choix de commencer avec toi. Merci d'être là d'abord. Ça fait plaisir. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas eu la chance de suivre, bon, Yohan, vous le savez, parce que on parle de ton camp d'entraînement depuis à peu près 2 mois, là, à chaque semaine et tout ça. Ton combat, c'était la semaine passée. Ouais. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. C'est une défaite contre Jordan Mein. Comment tu vas? Ça va bien. Écoute, comme tu viens de le mentionner, là, j'ai 12 semaines à travailler extrêmement fort, à bûcher, à travailler dans le gym, mais aussi à travailler sur moi-même. Puis la seule chose que je peux faire, c'est vraiment juste rester positif. Oui, la défaite a fait mal, mais c'est pas cette défaite-là qui va me définir en tant que combattant, en tant qu'humain. Puis je pense que ce qui définit vraiment quelqu'un, c'est comment il se relève face à l'adversité. Puis je compte vraiment me relever, puis revenir plus fort. Puis c'est sûr que ça fait mal, mais je suis déjà en mode solution pour savoir où c'est que je m'en vais. Là. Et Val, t'as regardé le Jordan Mein, tu le connais, il a déjà été à l'UFC, c'est un Canadien, un vétéran là, qui a commencé sa carrière très très tôt. Tu sais, je veux dire, lui, le gars, il en a vu d'autres. Il les a toutes vues, en fait. Tu sais, je veux dire, il a passé par toutes les meilleures de l'organisation de l'UFC. Je veux rien t'enlever, Yohan, mais c'est pas toi qui allais le faire, qui allait le gêner ou qui allait le faire geler. Ça veut pas dire que tu fais pas le battre. Regarde, là, ça allait jouer en sa faveur, mais tu sais, je pense que même comme exemple, on en a parlé un peu plus tôt, tu disais à quel point il était calme dans sa zone. C'est tellement la zone qu'on cherche à trouver un jour. C'est le rêve du combattant d'atteindre cette zone-là. Quand je vois ça, moi, j'admire ça parce que je l'ai même pas atteint moi-même. J'ai pas combattu assez longtemps. J'ai pas fait assez de combats pour atteindre ça. Donc, ils sont chanceux d'avoir cette expérience-là. T'sais. Et là, moi, ce que je trouve le plus... en fait, ce qui me fascine le plus de ce sport-là, qui est beau, mais à la fois qui peut être crève-cœur, c'est tous les efforts que vous mettez quand vous allez dans la cage. T'sais, on parle d'un camp d'entraînement de 3 mois. Les gens ne le voient pas, ça. Parce que souvent, ils vont juste voir le soir du combat, ils vont juste voir le résultat, mais c'est tous les efforts qui sont mis. Puis, c'est juste dans quelques mois que tu vas avoir la chance de te rebattre après un autre long camp d'entraînement. Donc, tu sais, c'est pas comme au hockey ou au tennis où tu as un tournoi la semaine d'après, tu as un match dans 2 jours. C'est top de se relever. Il faut être très, très fort mentalement. Et je veux vous entendre tous les deux là-dessus parce qu'il faut passer plusieurs semaines à ruminer ça, mais réussir à passer par-dessus ça. Hein? Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que moi, ce qui m'aide énormément, c'est que je suis très occupé. J'ai un gym qui fonctionne très bien. Je suis papa d'une petite fille. Avec le SOS Podcast, avec tout ce qu'on a autour, qui me garde accroché. Puis, comme la semaine prochaine, samedi le 14, j'ai 4 combattants qui vont en boxe, 2 qui font leur début. Donc, je reste toujours accroché à ce sport-là. Puis, c'est sûr que c'est là l'importance d'être bien entouré. Ouais. Puis, je vais prendre le temps de remercier Daniel Lafonte de Samouraï MMA qui, lui, m'a rapidement contacté. Puis, il m'a dit, écoute, si tu veux, on va rebondir ensemble de cette défaite-là. Il y a un prochain Samouraï MMA dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Je veux pas attendre un autre 6 mois avant de combattre. Donc, je vise le mois de mai pour un retour ici à Montréal. Fait que c'est sûr que ça me garde motivé, puis ça va me garder dans le gym, là. Ben, d'autant plus que t'es pas blessé de ce combat-là. Je veux dire, t'es ressorti en top shape. Fait que je pense que c'est plus l'aspect psychologique pour toi, Yohan. Puis, tu parlais justement, du jugement des gens ou de d'autres personnes par rapport à... Il y a tellement d'efforts qui est mis en amont pour en arriver au combat. Il y a le jugement des autres athlètes, de tes entraîneurs, qui est ça qui est important, puis de toi-même envers toi-même. C'est ça qui va te faire continuer à suivre. Le jugement des autres qui s'entraînent pas, qui savent pas ce que ça prend pour monter, faut qu'on mette ça de côté, là, sinon on va virer fou. Si toi, tu sais que tu as fait tout ce que tu pouvais faire, puis que tes entraîneurs, toi-même, savent ce qu'ils peuvent faire pour t'amener à un certain niveau. Regarde, déjà, tu as eu l'appel de Samouraï. Donc, il y a du monde qui croit en toi, en ton potentiel. Si tu as l'opportunité de revenir, bien, c'est un bon rebond pour toi. Ça te permet de changer tes idées aussi puis de repartir d'un côté positif. Et je reconnais mon chum Yohan, déjà en mode solution. Donc, il va rebondir. Faites-vous-en pas. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. «
Très, très belle émission pour vous aujourd'hui. Beau menu, bien entouré, comme je le disais. On revient sur l'UFC Mexico, bien sûr. Quelle belle victoire, Pat. Yohan Eval, plutôt, de Lonnie Kavanagh contre Brandon Moreno. Vient de se faire un nom. Il vient d'être catapulté dans les sommets de cette division-là des poids mouches de l'UFC. Autre grosse carte, c'est l'UFC 326 ce samedi. Oliveira, Holloway 2. Je sais que Max Holloway, c'est un de tes combattants préférés. Oui, clairement. T'as fait un post même après ton combat t'avais ton chandail de Max Holloway. J'avais le chandail de Oliveira, mais j'ai aussi le chandail de Max Holloway. Donc là, il va falloir que je me décide samedi soir, c'est quel chandail que je mets. Ouais, exact. Tu vas sûrement regarder ça avec ta gang, comme d'habitude en plus. Puis c'est une belle carte, l'UFC 326. Donc on va mettre la table pour tout ça. Et restez là, parce que dans les nouvelles... plein de choses, plein de beaux combats qui ont été annoncés, plein de grosses décisions qui ont été prises par l'organisation, mais une grosse décision qui a été prise aussi par le champion des poids lourds, Tom Aspinall. Et ça va faire énormément jaser et ça va créer pas mal de remous. On en parle dans les actualités à la fin de l'émission. Manquez pas ça et restez là surtout. Bon, UFC Mexico, samedi passé. C'était sûr que c'était Brandon Moreno qui était en grande finale. C'était la 3e année de suite qu'il était en vedette d'un gala chez lui au Mexique. Ancien double champion, il était dans des guerres. Honnêtement, Valérie, je donnais pas énormément de chance à Lonnie Kavanagh. Lui revenait de sa première défaite. On sait qu'il y a énormément de talent, mais au niveau de l'expérience, c'était même pas proche. Et il a donné, peut-être pas une clinique, là, mais une leçon là, pratiquement à Brandon Moreno. Il a déclassé Brandon Moreno samedi. Je sais pas ce qu'ils mangent, nos jeunes, là. Qu'on voit, les jeunes qu'on voit arriver, parce qu'il y en avait plein sur cette carte-là, début vingtaine. Lui, il a 26 ans, 26. Si je ne me trompe. Il y a beaucoup d'expérience en K1, kickboxing, tout ça, mais Moreno, il s'est fait battre à des points où il est supposé être fort. Ouais. Fait que c'est ça qui est étonnant vraiment dans ce combat-là. Moi, je l'aime beaucoup. Kavanagh s'entraîne avec Brad Pickett. C'est un style que j'ai toujours aimé. C'est du monde qui n'ont pas peur d'aller à la guerre. Une boxe incroyable. Mais tu sais, le nouveau style de combattant, il était difficile à toucher. Moreno n'arrivait pas à faire rien de ce qui est habituellement bon dans ses combats. Pas Tenter capable de s'ajuster au 4e round, ça marchait pas pantoute. Il n'y a rien n'était capable de faire. Mais juste au niveau du combat debout, tu dis il était difficile à toucher. Kavanagh, très bonne défensive aussi, des mains ultra rapides, évidemment, un kickboxing super à point, mais tellement technique, jamais délaissé sa technique. Puis même si Moreno, à un moment donné, lui, quand ça brasse un petit peu plus, quand ça commence à faire mal et tout ça, c'est un peu là qu'il est capable de se faire justice, mais là, il a vraiment pas été capable de... Pardonne-moi l'expression, mais rendre ça salaud, là. Non, ben c'est excellent ce que tu dis, justement. Kavanagh est resté sur sa technique parfaite pour 5 rounds à chaque minute, à chaque seconde. Les yeux au bon endroit, le mouvement de tête qu'il n'a jamais lâché, le jeu de pied qu'il n'a jamais lâché. Donc, ce qu'il devait appliquer, il l'a appliqué du début à la fin. Ça, c'est difficile. Tu sais, tu manges 2-3 claques, puis tu oublies tout ce qu'il était supposé de faire souvent. Puis Moreno, il est bon pour t'amener dans cette zone-là. C'est ça. Moins propre. Mais là, il n'arrivait même pas à le toucher. T'en as pensé quoi, Moi, c'est poursuivre avec ce que vous dites en ce moment. C'est ce qui m'a le plus impressionné. C'est que j'ai vraiment eu l'impression que Kavanagh avait l'expérience de Moreno. On aurait pu penser que les 3 premiers rounds, Kavanagh nous aurait amené quelque chose d'assez explosif, d'assez énergique, mais ça a été ça le 4e et le 5e round aussi. Donc, on aurait pu penser qu'au 4e et au 5e round, Moreno aurait commencé à prendre l'avantage avec son expérience, mais non. Kavanagh qui est resté en pleine position de ses moyens, qui était plus rapide, puis qui avait des meilleures fondations, on aurait dit, que Moreno, surtout au niveau du combat debout. Ouais, je suis d'accord. Meilleure base, t'as vraiment raison. Exactement, des la meilleures bonne base. exactement. Les pieds toujours bien placés, toujours solides, jamais trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, débalancés. Donc, c'est plate de dire que Moreno a subi une clinique, mais ça ressemblait quand même à ça au niveau du combat debout, là. Puis lutter, il a essayé de lutter, là. Enfin, ça fonctionnait pas debout, il fallait changer un petit peu les choses, mais il a lutté contre la cage. Mais il n'a pas bien paru au niveau de la lutte. Non, il n'a pas bien paru, mais 0-8, je pense, c'est au niveau des non, mais même sur l'aspect technique, c'est pas... Moreno, c'est pas un technicien au niveau de la lutte. Il a réussi à amener ses adversaires dans un genre de brawl, combat pas propre. Mais là, l'autre était justement trop technique, trop solide sur ses pieds. Il était toujours en avant d'un. Mais c'est étonnant comme performance.
c'est tellement inégal par rapport à l'expérience que les deux et l'âge que les deux combattants ont. La différence d'âge, on a 26 ans, 30, 32. 32. À Moreno, c'est dur à croire qu'il y a 32 parce que ça fait longtemps qu'il combat. On a l'impression qu'il est plus vieux. Puis il a été dans des guerres, des combats de 5 rounds et tout ça. Donc, c'est comme tu disais, Yohan. Mais des fois, c'est là que tu peux peut-être comprendre que Moreno, on va pas dire qu'il est sur la fin, mais il est beaucoup plus usé que Kavanagh. Kavanagh qui arrive là avec seulement 10 combats professionnels, contrairement à Moreno qui en a pas loin de 30, tu sais, puis on a senti peut-être prise de décision, réaction, rapidité, explosion. Tout était en faveur de Kavanagh. La suite, vous voulez voir quoi? Parce que là, la division est intéressante. Ça va être Joshua Van contre Tatsuro Taira. Il y a Manel Kape qui est pas loin. Il y a Alexandre Pantoja s'il revient de blessure. Quand il va revenir de blessure. Il y a Horiguchi également. Le Kavanagh, avec une seule victoire comme ça contre l'ancien champion Moreno, classé 6e. Ça fait du bien. On a vu Joshua Van avoir une ascension vraiment incroyable. 24 ans, s'est battu souvent, des belles performances, a battu des gros noms. Il y a de quoi s'inspirer pour Kavanagh. S'il va chercher une autre grosse victoire contre un gars qui est classé contre Horiguchi peut-être, qui est classé 5e, contre Manel Kape qui est classé 3e. Je pense qu'il pourrait prendre n'importe quel de ces combattants-là dans le top 5 avec la performance qu'il y a eu là. Mais un combat qui serait super intéressant, c'est contre Joshua Van. Là, on parle de style qui serait vraiment hot à voir ensemble. Il ne l'aura pas tout de suite, mais ça serait un combat intéressant. Ou Pantoja. Mais le Pantoja, je ne sais pas, il y en a pour combien de temps. Je pense qu'il était moins blessé que ce que la blessure en avait l'air sur le coup, mais... Ça avait l'air assez pénible. Pas assez pour revenir immédiatement, parce que là, on a un autre combat pour au mois d'avril. Mais ouais, et pour Moreno, et pour une chose sûre, Moreno, avec 2 défaites consécutives comme ça, peut-être qu'il pourrait prendre une petite pause, tu sais. Laisser le top 5, le top 6 s'entrecroiser un petit peu, peut-être aller affronter un combattant. Faut qu'il se renouvelle. Faut qu'il change de style un exactement, peu. Mais c'est sûr qu'on veut pas nécessairement aller affronter un combattant 10e ou 11e parce que c'est très risqué si on perd. Par contre, il se doit de peut-être prendre une petite pause. Puis du côté de Kavanagh, ben là, lui vient vraiment mélanger les cartes, Puis j'ai dit Kape parce que moi, je trouve qu'un combat contre Manel Kape pourrait être intéressant. Kape est un très, très bon combattant debout. 2 spécialistes du combat debout, donc ça pourrait donner des beaux feux d'artifice. Kape, si je suis lui, je sais pas si... Il va sûrement... Si on lui... C'est dur de refuser des combats à l'UFC, tout ça, mais... Moi, j'estimais que c'est lui, plutôt que Taira, qui méritait un combat de championnat, mais bref, donc... Il n'y a pas de justice à l'UFC. Si on lui dit, faut que tu ailles en gagner un autre. C'est clairement pas nous autres. Même si t'es sur une grosse séquence, faut que tu ailles en gagner un autre, ben, t'as pas le choix souvent. Donc, peut-être, effectivement. David Martinez, plutôt, contre Marlon Vera. Martinez qui est allé chercher une belle victoire, là aussi, contre le vétéran Vera. On parle de se renouveler. C'est un peu la même chose pour Marlon Vera. C'est drôle parce que, tu sais, j'ai dû visualiser les combats. J'avais pas regardé l'UFC la semaine dernière en direct. Puis je regardais ça back à back. C'est la même chose que j'ai à dire. Puis là, il était vraiment flat, Vera. C'était pas le meilleur Vera, c'est pas la meilleure version de Vera, mais ça n'enlève absolument rien à David Martinez. Ça, c'est un autre jeune. Lui, il a quoi? 27? Fait qu'encore un autre dans début vingtaine, fin vingtaine. Mais un gars un qui nouveau est venu à l'UFC, c'était son 3e combat seulement. Il était écœurant. Mais même, j'ai revisionné son combat contre Rob Font parce que Rob va se battre en fin de semaine, puis c'est un autre. T'sais, Rob Font, c'est un excellent boxeur. La rapidité... le jeu de pied, moi, j'ai trouvé. Le jeu de pied, ils sont difficiles à toucher. Ils sont toujours au bon endroit. Être capable de combattre dans les angles, en avançant, en reculant. Toujours être au point du début à la fin du combat, quelque chose qui est extrêmement difficile à faire en début de carrière. Et que lui aussi, c'est exactement ça qu'il a fait avec Vera. Puis Vera est resté flat, trop nonchalant. Ils peuvent pas prendre pour acquis que c'est des combattants de plus d'expérience ou plus renommé, parce que c'est la pire chose qui peut t'arriver. Là, tu viens de perdre devant un jeune que lui a faim. Il est en train de prendre sa place. Tu sais, je décrivais le combat avec Pat Côté, puis Yohan, une des choses que j'ai dit, c'est que contre Eman Zahabi, il a commencé le combat en retard. Ouais. Puis on se disait, il faut qu'il corrige ça. Tu peux pas te permettre dans un combat de 3 rounds, tu te creuses un trou en partant, c'est difficile de s'en sortir. Comme Val a dit, il est arrivé flat au premier round. Là, puis là, il a tenté de remonter la pente. Ça s'était plus serré au 2e et 3e, mais c'est vraiment ça. Vera, une seule victoire à ses 6 dernières sorties, donc c'est pas évident pour lui. Une chose est sûre, c'est que j'ai l'impression que c'est la nouvelle vague des combattants qui s'en viennent. Un petit peu comme dans le temps,
TJ Dillashaw se battait beaucoup comme ça. Il était toujours en mouvement, il était capable de frapper en avançant, tassait sa tête de la ligne centrale. Mélangé avec la lutte. Mélangé avec la lutte. Tu penses qu'il va t'envoyer un coup de poing, puis finalement, il penche sa tête. Il y a un kick qui arrive en arrière de ça. J'ai vraiment l'impression que c'est cette vague de combattants-là qui s'en viennent, contrairement à des combattants qui sont plus linéaires, qui sont plus fondamentaux, comme un Marlon Vera, qui a les pieds un petit peu plus flat-foot, permettez-moi l'expression, qui va lancer des kicks, qui va lancer son jab, qui va travailler en ligne droite au lieu de travailler en angle. Fait que ça donne vraiment une variété, puis c'est là qu'on voit que la vieille école en ce moment est en train de se faire rattraper par la nouvelle école, malheureusement. C'est ça, il y a toujours la science du combat qui évolue constamment. Là. Ouais. Un commun aussi, tu sais, entre Moreno et Vera, c'est que c'est des combattants qui étaient capables de faire une guerre, même si c'était moins propre. C'est comme ça qu'ils vont chercher leur victoire. C'était pas tant sur l'aspect technique, sans enlever la technique, mais prête à prendre quelques coups pour t'en donner 1000. Ouais, c'est exact. Mais là, ça marche plus parce que le retour, il est pas là. Ils sont pas capables de toucher leur adversaire. Les autres sont juste plus rapides, plus stratégiques, meilleur jeu de pied. Avec une meilleure défensive aussi, parce que le fait de toujours c'est ça qui m'a marqué le plus, toucher puis de ne plus être devant la cible, c'est difficile de pouvoir contre-attaquer. Donc, c'est des combattants qui sont très complets. Là. Lui aussi va devoir se renouveler. Vera. Ça fait trop longtemps qu'on voit du copier-coller, il est prévisible. 4 défaites de suite, ça fait mal à l'UFC. Même t'as beau t'appeler Marlon Vera, est un ancien aspirant, puis t'as perdu contre t'as perdu en championnat, t'as perdu après ça contre des très bons combattants. Mais il veut pas un 5 à ses 6 derniers, 4 défaites de suite, t'as beau être une grande vedette. Puis il est pas dans une division facile. Il est dans une grosse division. Là. On a des gros noms, là, des Peter Yan, des Dvalishvili, Nurmagomedov, O'Malley, Zahabi qui est là. C'est une grosse division. Là. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des nouveaux qui arrivent. Un David Martinez, c'est rafraîchissant pour la catégorie parce que tous les noms que tu viens de nommer, me semble que ça fait longtemps que ça tourne à l'entour de la table, la même chose. Là, lui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ben ouais, c'est ça. Puis, je sais pas, mettons qu'on le mettait contre un Zahabi, ce serait difficile pour Eman? Ben, je sais pas. Eman, c'est... Je veux pas dire qu'il... Oui, c'est... Eman aussi, parce qu'Eman aussi, c'est un peu ça, son style, c'est toucher sans se faire toucher. C'est le style du Tristan. C'est un des meilleurs combattants défensifs. D'une certaine façon. Il s'est énormément renouvelé, je suis complètement d'accord. Tu sais, il a gardé un même style, mais il a ajouté... Puis c'est ça qu'il faut faire. Tu changes pas ton style complètement. Il a ajouté des touches qui font en sorte qu'il est devenu dangereux. Puis là, il a atteint un certain niveau de respect parce qu'il peut vraiment te knocker puis il peut vraiment te faire mal. Fait que, non, moi, je pense que ce serait un duel hyper intéressant. Ayman Zaimi t'amène dans ton... Il va te faire... Tu sais, il t'amène... C'est comme comment t'appelles ça? Un matador. Un matador. Ah, OK. Il va te provoquer, là. Oui, puis il y a vraiment un style où est-ce qu'il va en lancer beaucoup d'informations. Il est toujours en mouvement, toujours en train de bouger. Il marche tranquillement vers toi, mais il y a des contre-attaques très rapides, puis on sous-estime le jeu au sol de Ayman Zahabi. Je pense que oui aussi. Très bon jiu-jitsu brésilien. Il n'est pas allé souvent dans ses derniers combats. Non, parce que c'est un combattant, c'est un guerrier, il aime ça se battre debout, mais écoute, avec Firas comme... Je pense qu'il peut garder ça dans sa petite poche arrière, que justement, les gens vont pas trop s'en attendre si on a besoin d'aller dans cette direction-là. Je sais pas si l'UFC va aller dans cette direction-là, parce qu'Eman, lui, veut continuer à se battre contre des gars mieux classés que lui. Il est 6e, puis il demande un O'Malley, il demanderait un Sandhagen, il demanderait un Nurmagomedov, tu sais, ça, il accepterait ça. Si on lui offrait le gars qui est maintenant 9 après cette victoire-là, Martinez... on y penserait 2 fois. Comme on dit, on peut pas refuser énormément de combats à l'UFC, mais tu sais, s'il est bien conseillé, peut-être. Ben, avec les performances que Martinez a eues, je pense que ce serait à son avantage au-delà du ranking. Ah ouais. Parce que, moi, je pense que les yeux vont être sur Martinez là, après les 2 dernières performances qu'il y a eu là. Une victoire pour Zahabi contre Martinez démontrait à quel point c'est un combattant qui est dominant. Parce que souvent, c'est ça qui arrive. Quand on a un jeune qui arrive, puis tous les yeux, tous les regards sont rivés vers lui, puis là qu'on a un vétéran qu'on veut tester, qui passe à travers ce jeune-là, la crédibilité vient de prendre vraiment là, un step vers le haut. Là. Fait que même si le numéro, même si le classement n'est pas nécessairement là, le nom est assez gros. Ben dans ce cas précis-là, moi, je pense pas que ce serait un désavantage. Intéressant. C'est toujours risqué, c'est sûr. Il n'y a pas de combat facile, de toute façon. Exactement. Juste un mot sur King Green, qui réussit son premier KO depuis 2023. Il est encore capable. Zellhuber, c'est pas un mauvais combattant. Et King Green, tabarouette, il est arrivé avec une grosse Zellhuber, je l'adore. Oui, c'est un très bon combattant. Il n'y a pas une bonne passe dans les derniers temps, mais honnêtement, c'est un des combattants que je croyais qui allait rapidement percer le top 10, le top 5. Là.
Mais là, c'est sûr qu'il n'est pas sur une bonne lancée. Là. Depuis son combat à la sphère, là, je l'avais remarqué, mais il était tellement confident. Il était trop ultra confiant. Ultra confiant. Puis là, il a perdu. Puis là, c'est son troisième d'affilée qui perd. C'est difficile. Je pense que sur l'aspect, surtout que c'était quelqu'un, tu sais, tu vois, qui a un gros ego. Des fois, c'est plus difficile de s'en remettre de ces défaites-là. Là, King Ring, il vient vraiment de battre. Pour moi, il vient de battre un bon jeune. C'est juste que le jeune, il n'était pas sur une super séquence. Mais c'est la façon aussi, tu sais, parce que King Green, moi, c'est pas mon préféré. C'est très inégal comme combattant, mais il est là. Tu sais, il donne toujours un bon spectacle. Pas ton genre de personne. C'est pas mon genre de personne. C'est surtout, tu sais, je pense qu'il a toujours été un peu overrated là, en tant que combattant. Tu sais, il est là depuis longtemps. Il est divertissant. C'est sa 13e année. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est le genre de bon vétéran que l'UFC a besoin. Puis là, quand il donne des grosses performances comme ça, ben, tu te dis, tabarouette, tu sais, il est encore là. Il est encore là. Puis tu sais, c'est un bon test pour des bons jeunes. Puis là, tu vois, Zellhuber, il a pas passé le test King Green. Et ça va lui faire mal. Emmanuel Rodriguez, Santiago Luna, 2 espoirs mexicains qui étaient devant chez eux, demeurent invaincus. Rodriguez, on parle de nouvelle génération, Val, 26 ans, il est 7-0, 7 victoires avant la limite, dont 6 KO. Et Luna, 21 ans seulement, un des plus jeunes de l'organisation, 8-0, donc lui aussi invaincu, 7 victoires avant la limite. Là, c'était sa première décision, tu sais. Je dis pas que ces gars-là sont sur le bord d'être des superstars, mais c'est des noms à surveiller quand même. C'est vraiment des noms à surveiller. C'est tout l'aspect technique. Je pense que Yohan aussi, tu regardes un combat, tu regardes des athlètes de la même façon que je le regarde. Si tu me fais un combat tout croche, même si tu vas chercher une victoire, j'ai pas vraiment les yeux rivés là-dessus. Mais ces deux gars-là, ils ont une superbe performance, une belle fiche presque parfaite. Il y en a un qui a juste... Non, les deux sont invaincus. Les deux sont invaincus. Il y en a un, c'est 100% avant la limite. C'est 2 jeunes à surveiller. 21 ans, 26 ans. Donc, encore là, c'est pour ça que je disais tantôt qu'est-ce qui mange ces jeunes-là, parce que c'était rempli sur la carte. C'est comme s'ils arrivaient avec un bagage d'expérience que nous autres, ça nous a pris 30 ans. Exactement. À acquérir d'entraînement, puis eux autres, ils l'ont déjà à 21 ans. C'est incroyable. C'est là que tu vois la différence entre ici au Québec, malheureusement au Québec puis au Canada. Des fois, on a moins le bassin des organisations qui font en sorte qu'on peut se développer. Tu vois des combattants comme ça qui semblent déjà être super matures. Là, la seule inquiétude que j'ai, c'est que des fois, quand tu arrives trop tôt, trop jeune à l'UFC, à 24-25 ans, 21 ans, c'est extrêmement jeune. 24-25 ans, en 5 ans, à l'UFC, il peut se passer beaucoup de choses. Fait que je souhaite simplement qu'ils soient capables de prendre leur temps puis qu'ils ne soient pas trop pressés dans leur carrière. Mais là, c'est un gros point, là, ce que tu dis là. Mais moi, ayant vécu aux États-Unis 6 ans, il y a une chose qui nous manque surtout. C'est pas juste la structure, parce que la structure, on pourrait l'avoir ici. Le fait qu'il n'y ait pas de combat amateur, qu'on puisse pas combattre au niveau amateur. Excuse-moi, eux autres, là, ils font des combats amateurs à 12 ans, c'est presque les mêmes règles. La seule chose qu'ils vont avoir, c'est des petites protections de shin pad. Les gants sont un peu plus gros, mais c'est une vraie pratique. Tu peux pas avoir un sport professionnel de haut niveau sans avoir une expérience amateur. Les jeunes commencent à s'entraîner à 6 ans. Ils ont déjà des compétitions comme on faisait en karaté. Ils sont tous sur un tatami. Ils font des combats d'arts martiaux mix avec des règlements plus sévères. Peut-être pas de coups de coude, pas de coups de genoux. Mais là, si tu pratiques depuis que tu as 6 ans, c'est sûr, tu arrives à 21 ans. Premièrement, tu as peut-être fait 150 combats amateurs sur un tatami. Le niveau de stress n'est pas le même. Un jeune Québécois qui s'est entraîné ici, qui s'en va se battre contre un Américain de 21 ans, c'est impossible qu'il ait la même expérience. Ça, c'est frustrant, mais on complètement a d'accord. un méchant bout de chemin à faire parlais la semaine passée, puis les fédérations mettent énormément de Les fédérations pression, sont énormément là-dessus, puis on souhaite qu'il y ait de l'avancement, mais c'est sûr que ça, c'est critique pour notre sport en ce moment. Oui. Voulez-vous que je vais vous dire qu'est-ce qui fait aussi, à mes yeux, une grosse différence, notamment pour le Mexique, et on va le voir pour la Chine aussi, ça s'en vient, c'est les instituts de performance. Il y a un PI à Mexico maintenant, il y a un PI en Chine. Puis tous ces gars-là qu'on vient de nommer, les Mexicains, les jeunes, ils s'entraînent tous au PI à Mexico. Puis c'est des services de très, très haut niveau. Notamment au niveau des... C'est ça. Au-delà, juste Masso, physio, complètement d'accord. Bon, ben, on va parler avec l'UFC qui rouvre ça à Montréal. Puis moi, puis Val, on va s'occuper de ça. Voilà pour l'UFC Mexico. C'était une belle carte. La carte de cette fin de semaine, l'UFC 326 l'est également. Notez bien les heures. 19h, carte préliminaire sur TVA+. Donc, vous n'aurez pas ça à la télévision, malheureusement, mais prenez votre ordinateur, votre tablette. Sur TVA+, vous créez un compte, c'est gratuit. Vous allez avoir accès à notre télédiffusion en français de cette carte préliminaire de l'UFC 326 et télé à la carte, bien sûr, sur Indigo dès 21h pour ce championnat BMF.
le plus dur à cuire de l'UFC, le plus mauvais garçon, Charles Oliveira ou Max Holloway. Quel combat excitant, honnêtement. Je regarde les promos depuis quelques semaines, j'ai des frissons. C'est deux des meilleurs combattants de leur génération. C'est une revanche. Un des meilleurs combattants debout de l'histoire, un des meilleurs combattants au sol de l'histoire. Il y a tellement d'aspects à analyser, à voir de tout ça. À quoi on s'attend, Val, de ce duel-là entre Oliveira et Holloway samedi? Un bon combat, c'est sûr, certain. Une guerre, ces deux-là se sont déjà affrontés, puis ça a été beaucoup trop court, à mon avis. Est-ce que tu étais sur cette carte-là, par ailleurs, Saskatoon 2015? C'est fou, comment le temps passe vite. J'ai juste réalisé ça à notre dernier show, Pat en a parlé, j'ai dit, c'est vrai. Bébé Oliveira avec Bébé Max. Oui, mais tu sais, je me rappelais pas de leur combat. J'ai focusé sur le mien à cette époque-là. Mais tu sais, on en a vu très peu. Là, ça s'est terminé, c'était quoi au premier round? Non, au premier round, ça a duré à peu près une minute et demie. Dislocation d'épaule d'Oliveira. C'est sûr que les deux combattants ont énormément évolué depuis, de toute façon. Là, tu regardes le style de Oliveira, même au niveau du combat debout. Lui-même l'a dit, j'étais plus un pratiquant de jiu-jitsu brésilien. Il va toujours rester un spécialiste de sol, mais juste en termes d'expérience, leur combat de championnat. Mais moi, j'aime la ceinture BMF. Ah oui, hein? J'aime ça. Puis, tu sais, il y a du monde qui disent que c'est n'importe quoi. C'est comme, à chaque fois qu'il y a un de ces combats-là, c'est sûr que tu veux pas que ni un ni l'autre perde. Donc, on adore ces combattants-là. C'est la ceinture de la personne, le combattant le plus apprécié de l'organisation. On dirait que je vois ça comme ça. C'est les meilleurs combattants, c'est les plus, badass. C'est vraiment ça. Ouais. Puis, tu peux-tu être en meilleure position qu'être le plus badass? Ouais. En termes d'un pratiquant d'arts martiaux mix, c'est hot en maudit. Là. Ouais. Puis on le disait, c'est deux de tes préférés, mais je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. Moi, Max, après Georges, c'est probablement mon combattant préféré, Max Holloway. Là, je l'ai vu live à quelques reprises, puis juste son volume de coups, son attitude, très charismatique, très gentil. Tu sais, c'est des combattants qui sont vraiment dans la noble art de la guerre. Tu sais, Oliveira, on le voit tout le temps rentrer dans la cage, aller serrer la main des coachs. Tu sais, Max Holloway, je l'ai jamais vraiment entendu manquer de respect. Je pense que tout le monde l'aime. Là, il parle beaucoup avec ses poings. Toujours beaucoup de respect pour ses adversaires aussi. Énormément. J'ai fait une entrevue avec lui, là, que de bons mots. C'était la même chose quand je l'ai fait pour Poirier. C'était la même chose quand je l'ai fait pour Gaethje, pour Oliveira. Tu sais, jamais un mauvais mot pour ses adversaires. Puis je pense que c'est deux des combattants qui méritent le plus de se battre pour la BMF parce que à ces deux-là cumulent à peu près 65 combats de l'UFC. 31 combats à l'UFC pour Holloway, 35 pour Oliveira. C'est des vétérans de l'UFC. Ils ont affronté les meilleurs de leur catégorie. Là. Les défaites de Holloway, c'est Volkanovski, Topuria, Poirier, on parle depuis 2018, sinon il les a toutes gagnés. Puis de l'autre côté, Oliveira, ça ressemble beaucoup à ça, a perdu contre Topuria, Makhachev, puis Arman Tsarukyan. Mais tu sais, c'est des noms qui sont tellement grands, donc tu sais, pour le reste, ils ont été dominants. Fait que là, moi, la seule question là où j'ai peur un petit peu, c'est que Oliveira est un petit peu kamikaze. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que Oliveira, pour cette ceinture-là, va être prête à vouloir se battre debout. Mm-hmm. Ce qui est pas nécessairement son avantage, parce que on le sait que Max Holloway, sa force, c'est son debout. Il est toujours en pleine extension quand il frappe, capable de garder sa distance. Fait que est-ce que Oliveira va vouloir, pour le spectacle, se battre debout? Si c'est le cas, je trouve que c'est très risqué de sa part comme plan de match. Mais à l'inverse, Holloway est très difficile à amener au sol parce qu'il a un bon jeu de pied, il allonge bien ses bras, donc c'est un peu un clash de style, mais j'ai vraiment hâte de voir. Mais ce qu'Holloway disait, puis c'est pas le meilleur lutteur, Oliveira non plus. Puis souvent, ça se retrouve au sol, soit que lui est ébranlé, puis va au sol sur son dos et son adversaire. Ou lui est capable aussi d'ébranler ses adversaires. Ouais. Et là, ça se retrouve au sol et là, réussit à y aller avec une soumission. T'sais. Au niveau du menton, je pense que Holloway est bien en avant de Oliveira. C'est toujours ça qui m'inquiète. Oliveira, c'est que le menton, ça. On l'a vu contre Topuria. Les deux se sont fait knocker par Topuria. Mais Max Holloway, c'était jamais fait de knocker en carrière, puis on s'entend qu'il en avait fait des guerres. Puis il avait mangé beaucoup de coups avant de se faire knocker. Ouais, Topuria l'avait touché énormément. Là, Holloway, c'est celui qui a le plus haut volume de coups de toute l'histoire de l'UFC. C'est pas n'importe quoi. Là. Tu mets tous les combattants, toutes catégories, c'est lui qui lance le plus haut volume de coups. Fait que c'est comme une mitraillette. C'est ça. Tu veux pas combattre avec lui debout. Difficile à voir comment est-ce que Oliveira va l'amener au sol, mais en même temps, Holloway a tellement fait de guerre que peut-être que son menton va commencer à le lâcher aussi. Ça finit par te rattraper. Mais une chose que je veux dire sur ces deux hommes-là qui ont en commun,
C'est des gens qui sont super impliqués dans leur communauté. C'est tellement des beaux exemples d'humains. C'est pas pour rien qu'ils sont aimés. C'est des combattants qui sont respectueux un envers l'autre, qui ont beaucoup d'expérience. Pas juste un envers l'autre, envers tous les combattants. Puis c'est du monde qui sont vraiment impliqués. Max Holloway à Hawaï et puis Oliveira au Brésil. Mais ont beaucoup investi dans leur communauté. Écoutons, si vous le voulez bien, j'ai parlé à Max Holloway cette semaine du fait que c'est un combat revanche, mais que, comme tu l'expliquais, Valérie, c'est plus les mêmes combattants qu'en 2015. Les deux, depuis ce temps-là, ont atteint les plus hauts sommets. Oliveira est devenu champion à 155. Holloway, un des plus grands à 145 livres. Donc oui, l'aspect revanche est là, mais c'est pratiquement des combattants qui se connaissent pas. Là. I am super excited to fight Oliveira, the first fight, we can't take nothing away from it, but I've been seeing him talking, He's been saying the first fight he was just jiu-jitsu and now he's MMA Oliveira, and I can't wait to find out and figure it out on March 7, He's an animal, he's a beast, he's a legend of sport, he did great things. I think so. Since the last fight, me and him, was building our legacy, and this is a huge legacy fight right here. Un combat pour leur héritage, tous les deux. Puis c'est ça qui est la beauté de la BMF aussi, c'est que, tu sais, il n'y a pas c'est pas de titre, un titre de division en jeu, mais c'est un énorme combat d'une envergure incroyable. Puis là, on ajoute, le BMF permet d'organiser ces combats-là puis de les mettre en finale d'un gala pay-per-view. Là, donc ça aussi, c'est intéressant. Ça va être aussi important pour la division parce que Holloway est maintenant officiellement à 155 livres depuis peu. 4e dans la catégorie, Oliveira est 3e. Donc, c'est pas impossible que le gagnant affronte le gagnant de Gaethje et Topuria, si ça a lieu dans les prochaines semaines. Hein? C'est pas impossible. Là où est-ce que ça va peut-être être difficile mentalement, c'est si Max Holloway se doit de refaire face une autre fois à Ilia Topuria, le seul qui l'a mis KO. Ça va être de voir comment il va rebondir à ça. C'est sûr qu'une grosse victoire contre Oliveira ferait en sorte que sa confiance augmenterait. De l'autre côté, j'ai hâte de voir au niveau de la différence du gabarit. Parce que je trouve que Oliveira, c'est un gros combattant, c'est un grand combattant. Holloway semble pas être un combattant peut-être qui coupait beaucoup de poids dans le temps. Là, à cette catégorie-là, je pense pas qu'il va couper énormément de poids. Tu sais, fait est-ce que ça peut jouer? Chose certaine, c'est sûr que si Holloway revient avec un gros KO, une belle performance, je vais toujours être excité de voir un rematch contre Topuria. Si c'est lui qui gagne. Et il n'y a pas juste la ceinture des légers, il y a peut-être un certain Conor McGregor également qui pourrait être un adversaire potentiel au gagnant du duel en fin de semaine. On va écouter Holloway là-dessus. First things first is always Charles. I got nothing but respect for the guy in front of me. I'm not overlooking him in any way possible. But, even with the Conor McGregor talks, he's coming back. The BMF title was at 170 at one point, so he got one over me. That'll be a fun fight too. So we see what happens, We have history. He's coming back. His training, you're seeing his training videos. He's looking really good, and I think it'll be a fun one, I'd just love to get that back. And, whenever Conor McGregor has to do something with a fight, it's always a big fight. So I think it'd be cool. Donc, il va affronter tous ceux qui l'ont déjà battu. Il a déjà pris une revanche contre Poirier qu'il avait déjà battu. Il a Topuria potentiellement. Si on t'offre un combat de championnat, Val, contre Ilia Topuria ou un combat payant potentiellement à la Maison-Blanche ou à International Fight Week contre Conor McGregor, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour Max Holloway à ce point-ci? Hey, je te dis, je pense que c'est McGregor à Maison-Blanche. Ouais. Je pense que c'est possible, ça. Ouais. Premièrement, d'aller chercher sa revanche contre McGregor, puis c'est un combat, je ne veux pas dire, ça ne veut pas dire facile. Là, ce sera à 170 livres. Tu parles de gabarit à 155. Tu sais, Max Holloway à 170 livs, McGregor, c'est un costaud. Oui, mais il ne se battait pas à 170 livres lui non plus avant. Là. C'est pas un vrai 170 livres, juste comme il est plus jacké. Mais Max Holloway, écoute, je suis allé revoir, puis je me rappelais même pas de ce combat-là. J'ai été à Boston quand ils se sont battus. Je pense que c'était en 2013. Ouais. Je me rappelais de Brad Pickett, Mike Brown. Puis là, j'ai dit, mais non, va aller voir ce combat-là, c'est bébé Max Holloway. Il avait 21 ans. C'est pas le même Max qui a affronté McGregor. Combien de combats que McGregor a fait depuis comparé à Max? Le kick a le plus évolué. Ça doit être du double au à moins que McGregor s'est entraîné à tous les jours puis il a fait du sparring à tous les jours. Là. Tu sais,
Je pense que ça serait une belle opportunité de chercher sa revanche. McGregor va toujours rester un gros nom à la Maison-Blanche en plus. Moi, je prendrais ça, mais tu sais, il va y aller avec son cœur. Peut-être que c'est la ceinture qui veut je pense que McGregor est un combat beaucoup moins risqué que Topuria. McGregor, le vent est passé un peu plus. On le sait... T'as une chance sur 2 que McGregor ne sorte pas ce soir-là avec toutes les les divertissements c'est un combattant pas mal plus unidimensionnel aussi. Aussi, tu sais, Topuria, on l'a vu, son jeu au sol est incroyable, il frappe tellement fort, donc je pense que au niveau du monétaire et au niveau de la chance de gagner, McGregor serait le meilleur choix. Intéressant donc, mais bon, vous l'avez entendu, il doit d'abord passer par-dessus Charles Oliveira, c'est cette fin de semaine, en finale de l'UFC 326. C'est ça, juste pour compléter. Record de coups significatifs dans l'UFC, ça appartient et de loin à Max Holloway, puis du côté d'Oliveira, le record pour le nombre de victoires avant la limite, le nombre de bonnies de performance et le nombre de victoires par soumission. Donc, ces deux gars, leur nom est placardé dans le livre de records de l'UFC. Deux des plus grands de leur génération. Point final, et on a droit à ça en fin de semaine. Un mot, Valérie, sur Caio Borralho contre Reiner de Ridder. Les deux reviennent de défaite. Les deux étaient, il n'y a pas si longtemps, très bien placés dans la hiérarchie à 185 livres. Borralho a croisé un certain Nassourdine Imavov. Du côté de Derrida, je pense qu'il s'est lui-même... Il a perdu contre Brendan Allen, mais il a perdu aussi contre lui-même en étant trop gourmand, en étant trop actif, quelque chose comme 5 combats en 10 mois, puis en ayant des coupes de poids vraiment difficiles. Un 5 rounds en plus? Ouais. Un 5 rounds, là. Je pense qu'il n'était pas bien préparé pour ça. C'est bien rare qu'on voit un combattant juste lâcher en plein milieu d'un combat. Pas parce que... Surtout de son expérience. De son expérience, dire, moi, je rentre même pas... c'est entre la 4e et 5e, me semble, que c'est arrivé. Le 4e round, oui, exact. C'est sûr que ça laissait pas la meilleure impression comme combattant. Il a ses raisons d'avoir arrêté. Là. Il se sentait plus capable de continuer. Mais il y a beaucoup à prouver dans ce combat-ci, puis c'est pas un combat facile. Caio Borralho a pas si mal performé. Il a peut-être sous-performé à son dernier combat. J'ai l'impression qu'il était démuni, comme s'il courait après quelque chose, puis c'était bien urgent, puis il se faisait prendre en contre-attaque. C'était peut-être pas la meilleure stratégie. Je m'attends à voir un combattant différent. C'était sa première défaite en 10 ans. C'est un gars qui est hyper brillant, qui est hyper stratégique. On parle de fight IQ, là, c'est pour rien, ça s'appelle les Fighting Nerds. Je trouve que l'équipe, le nom leur va super bien. Il amène ça à un autre niveau. Mais c'est un concours de style. L'autre, on sait qu'est-ce qu'il veut faire, il veut t'amener au sol. Fait que, tu sais, essaie de ne pas te faire attraper, surtout pas au premier round. Je pense que le but, ça va être de garder la distance puis de le garder au bout de ses points. Oui, je suis complètement d'accord. Puis, tu sais, Borralho, en fait, contre Imanov, ce qui a été très difficile, c'est que Imanov, c'est un combattant qui a les mains très basses aussi. Donc, Borralho, c'est quelqu'un qui se bat les mains basses. Donc, pour l'avoir vécu en fait semaine passée, quand tu te bats contre quelqu'un qui a les mains basses, des fois, tu peux te poser énormément de questions. Quand t'es pas habitué de te battre contre quelqu'un qui est techniquement très bon, la main avant en avant, la main arrière en arrière, quelqu'un qui change un peu gaucher-droitier, qui a les mains basses, tu peux être déstabilisé face à ça. Puis j'ai l'impression, Borralho, dans mes souvenirs contre Imavov, il a été déstabilisé de voir Imavov, un style vraiment différent devant lui. Puis de l'autre côté, de Ridder, mais là, on le sait, la coupe de poids qui semblait avoir été monstrueuse puis difficile, c'est un très gros 185 livres. Je pense qu'il embarque à peu près à 212 dans la cage le soir du combat. Donc, une longue pause peut lui avoir fait du bien. Certainement un combat vraiment important pour les deux. Là. Non, exactement. RDR, le Reiner de Ridder, c'est 14 de ses 21 victoires par soumission. J'ai hâte de voir si c'est ça, s'il va avoir fait ses devoirs, si sa préparation va être plus adéquate, parce qu'on le sait que Borralho, lui, comme tu le dis, il va arriver. Borralho était dans les top prospects là, avant cette défaite-là. Ouais. Son but, c'est de revenir rapidement. Peut-être pas un combat de championnat pour le prochain, mais il serait pas loin. Là. Ça prendrait une bonne victoire. Raul Rosas Jr., qui finalement va pouvoir affronter Rob Font. On sait que la dernière fois que c'était à Mexico, c'était l'année dernière, au mois de mars, là, Rosas avait dû se retirer. C'est finalement Martinez qui avait battu Font à ce moment-là. Ou non, c'était au mois de septembre. C'était au mois de septembre, c'est ça. Martinez, à la dernière minute, avait affronté Font, l'avait battu, il était rentré dans le top 15. Le Rosas, finalement, quelques mois plus tard, a la même opportunité. C'est un autre jeune, c'est ça, là, qui... C'est sûr que Rob Font ne doit pas triper sur ces circonstances-là parce qu'il a tellement travaillé fort pour monter, justement, dans le top 10. Ça fait des années qu'il est dans le top 10. Un excellent combattant. Puis là, tu prends Martinez qui arrive à la dernière minute comme un cheveu sa soupe. Puis il a perdu ce combat-là.
c'était quand même un combat relativement serré, là. C'était pas une décision partagée. Je veux dire, c'était de bons échanges. Mais, tu sais, au niveau de l'expérience, c'était incomparable. Fait que là, il a perdu là. Puis là, t'as le jeune Rosa qui a beaucoup de regards, évidemment, sur lui. Moi, je pense que l'expérience de Rob Font devrait être bien suffisante pour aller chercher une victoire dans ce combat-là, mais c'est pas une position le fun pour Font, ça c'est certain. 20 combats dans l'UFC pour Rob Font, c'est comme on vient de le mentionner, beaucoup d'expérience. 38 ans contre 21 ans. Là aussi, ça peut être intéressant. Ça aussi, ça peut peut-être jouer. L'énergie du jeune loup contre peut-être Rob Font qui a beaucoup, beaucoup de vécu. Par contre, une chose est sûre, moi, je le vois assez régulièrement au Tristar, semble être en pleine position de ses moyens, travaille extrêmement fort. Une chose est sûre, on sait clairement que le plan de match de l'autre côté, c'est de nous amener au sol, de pas vouloir échanger debout. Je pense que ça peut aider un petit peu mentalement à dire en avant de moi là, j'ai un casse-tête, mais j'ai un casse-tête un peu unidimensionnel que je sais que son plan de match est précis, il veut m'amener au sol. Je pense pas que Rosa peut surprendre Rob Font avec sa boxe ou autre. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça peut être intéressant pour Font. Là. Intéressant, effectivement, mais il joue son classement. Puis Rosa, à 21 ans, n'a pas abandonné l'idée d'être le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, de battre le record de John Jones. Toute une personnalité qui est devenu aussi. champion à 23 ans. Mais tu sais, il est arrivé avec énormément de lumière sur lui. Ouais. Un peu la grosse tête. Je pense que là, il est peut-être un peu revenu sur... Il y a eu une défaite à l'UFC. Il est revenu un petit peu sur terre, mais n'en demeure pas moins qu'il a énormément d'outils dans son sac. Ouais. Il est en pleine évolution en plus. On le voit à chacun de ses combats. Et l'UFC le pousse beaucoup parce qu'il est charismatique quand même également. Bref, combat intéressant sur cette carte de l'UFC 326. Je vous rappelle les heures, 19h sur TVA+, et 21h à la télé à la carte. Là-dessus, on passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. OK, j'ai vu ça tantôt avant de m'en venir et je vous ai envoyé ça dans la conversation avec Pat Côté, toi Val et nos producteurs, Jean-Paul également. Print screen, puis Johan, je sais pas si tu l'as vu, mais au début c'était Tom Aspinall signe avec Eddie Hearn. Puis là je me dis ça y est. Il s'en va en boxe. Tom Aspinall s'en va en boxe. Il a déjà mentionné que c'était peut-être une avenue qu'il voulait explorer. Tout ce qui s'est passé avec l'UFC dernièrement, sa blessure, le fait que Dana White l'a un petit peu mal traité ou a dit, un peu minimisé un peu la gravité de sa blessure et tout ça. Et là, Eddie Hearn, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un promoteur de boxe anglais qui est très, très, très critique là, depuis que Zuffa Boxing a commencé. Évidemment, ils sont en compétition directe entre promoteurs de boxe, Dana White et Eddie Hearn. Et White a même volé un des boxeurs de Eddie Hearn, Conor Benn, pour le signer à Zuffa Boxing. Il lui donnait un gros chèque de paye. C'est la guerre entre ces deux personnes-là, White et Hearn. Et là, le fait qu'Aspinall va signer avec Hearn, c'est incroyable. Mais là, il signe pas pour aller faire de la boxe. C'est ce qu'on a compris par la suite. C'est que Eddie Hearn s'est ouvert une agence de représentation d'athlètes. Donc, il devient l'agent du champion poids lourd Tom Aspinall et c'est lui qui va s'occuper de négocier ses contrats avec l'UFC. Puis il a écrit Eddie Hearn sur les réseaux sociaux avec une photo avec Tom Aspinall dire c'est le temps d'aller chercher ton dû à l'UFC. Finalement, un gros chèque de paye parce que ça jase depuis tellement longtemps que les combattants de l'UFC sont sous-payés par rapport aux boxeurs. Mais là, Val, Eddie Hearn ne peut pas négocier avec Dana White. Ça va être... Je ne sais pas si c'est un bon move. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait que tu sois... Si tu veux combattre pour l'organisation avec quelqu'un qui est en bon terme, qui va négocier pour toi, qui est capable de parler pour toi, mais c'est pas toujours la meilleure guerre. Je sais pas. Mais écoute, on va le voir, ça va être une expérience. Moi, j'aime mieux regarder ça de loin. J'aurais pas été game nécessairement de faire ce move-là. Mais ça en dit long aussi sur l'état d'esprit de Tom Aspinall envers ses patrons. Là, oui, ça en dit long. Puis écoute, on dirait que tout le monde est parti contre l'organisation. Là, dernièrement, avec le combat de femmes qui vient d'être signé, Gina Carano, Ronda Rousey. Ça a parlé beaucoup des salaires. Moi, venant de l'organisation au tout début à maintenant, je suis pas capable de parler en mal de l'organisation parce que je suis tellement fière de ce que c'est devenu, de où est-ce qu'on est parti, puis où est-ce qu'on est rendu, puis où est-ce qu'on s'en va. C'est comme ça que je vois ça. S'il n'y avait pas eu d'amélioration, je ne dirais pas la même chose aujourd'hui, mais il y a énormément d'améliorations, puis on continue à s'améliorer, fait que je vais continuer à dire ça. Mais il y a toujours place à de l'amélioration, mais je sais pas
la stratégie, peut-être qu'il veut passer à la boxe de toute façon. Combien qui reste de combats à son contrat? Je sais pas, c'est une bonne question, je vais essayer de regarder. Je me demande justement combien est-ce qu'il en reste. S'il en reste un ou deux, il va aller essayer de chercher le moton, puis après ça, il va passer à d'autres choses. Mais à long terme, je suis pas sûr que je voudrais négocier avec quelqu'un qui s'entend pas bien avec le promoteur. Est-ce qu'on va avoir le droit à un autre Francis Ngannou? Il y a eu une guerre. En fait, c'est là que je m'en allais. J'ai l'impression que peut-être du côté à Aspinall, on est un petit peu désespéré avec l'UFC, qu'on n'a plus vraiment d'outils pour négocier. On s'est pris cet agent-là pour vraiment se dire, bon, on va envoyer une certaine flèche à Dana White, on va envoyer une certaine flèche à l'UFC. Est-ce qu'on va signer avec PFL pour s'en aller affronter Ngannou dans une autre organisation? Est-ce que c'est là qu'on veut s'en aller? Je sais pas. Chose certaine, Aspinall s'en allait pour être un des plus grands champions des poids lourds de l'organisation qu'on a eu peut-être avec John Jones. Mais ça finit en queue de poisson, là. Oui. La job n'est pas terminée. Il y a beaucoup de choses à prouver encore, puis c'est pas parce qu'il n'a pas voulu le prouver qu'il peut pas. Là. Il y a plein de concours de circonstances. Au-delà de ça... Mais s'il laisse ça comme ça, il perd beaucoup. Complètement d'accord, parce que son combat contre Gane, c'était pas bien commencé pour du côté Aspinall. Gane faisait de très belles choses, gardait sa distance. OK, il y a eu le coup des doigts dans les yeux. Par contre, ce qu'on veut, c'est une revanche à la base. Ce qu'on veut, c'est voir Gane puis Aspinall s'affronter à nouveau, puis pouvoir vraiment... Évidemment, on aurait voulu voir contre John Jones, là, mais oui, là, ça, c'est certain. Je sais plus, là, Jones, ouais. Rendu là. Il a fait quand même son temps, John Jones, mais c'est sûr qu'on veut revoir Aspinall contre Gane. Est-ce que Aspinall... Moi, je veux revoir Aspinall dans l'organisation de l'UFC parce que c'est un beau combattant, c'est un combattant mobile, c'est un gros combattant, il cogne extrêmement dur. Une belle personnalité aussi, montre beaucoup de respect à ses adversaires. Je pense que c'est un beau champion à avoir, mais comme Val l'a mentionné très bien au début, je pense que tu te dois d'avoir l'UFC, le patron de ton côté. Tu sais, tu peux pas tomber en guerre. Minimum, oui. Tu peux pas tomber en guerre avec ton patron. Tu peux pas tomber en guerre avec les matchmakers de l'UFC ou l'organisation parce que c'est sûr que pour eux, entre parenthèses, tu restes un peu un numéro. Puis ils ont pas envie de négocier avec quelqu'un qui leur donne du trouble. Là. Ils ont envie que ça soit facile, agréable, jovial, puis que tout le monde s'arrange. C'est un travail d'équipe, en fait. Là. Ouais, mais je pense que oui, parce que c'est ça. S'ils l'ont pas fait pour Ngannou, s'ils sont capables de le faire avec John Jones, s'ils sont capables, on n'a rien signé encore avec Conor McGregor, peut-être qu'il est très gourmand, puis ils se disent on n'est pas prêt à coter son prix. L'UFC a jamais plié sous la pression publique de ses grands champions. Je vois pas pourquoi ça commencerait avec Thomas Aspinall, mais on peut le faire. On peut le faire pour arrêter vraiment longtemps. Là, ce que je vois, c'est qu'il lui resterait peut-être 2 contrats à l'UFC, puis là, je sais que la clause de champion d'avec Ngannou, je sais pas si c'est la même chose pour Aspinall, mais lui, il a dû attendre 1 an au complet avant que son contrat arrive à échéance sans se battre pour pouvoir signer avec la PFL. Est-ce que ça va être la même chose avec ça se peut, puis on s'entend qu'il a déjà perdu des années précieuses, lui, à attendre John Jones puis à attendre un combat de championnat. Mais, tu sais, il y a une chose qu'il faut pas oublier, puis je vais peut-être me faire lancer des roches pour ça, mais l'organisation a investi sur ces gens-là. Il y a beaucoup de ces combattants-là qui seraient absolument pas connus, absolument rien, sans la structure de l'organisation, sans l'investissement en marketing, en tout ce qu'ils font. Faut pas oublier ça. Il y a toute une équipe alentour de ça qui ont poussé la chaîne avec toi. Toi, ta job, c'était de performer, puis eux autres, c'était de te vendre. Ils t'ont vendu, toi, tu te vends. Ça va tout ensemble. Si tu t'en vas tout seul avec ton petit drapeau, tu disais, je suis un bon combattant, moi, je vais combattre, puis regarde, il y en a plein qui l'ont essayé, là. Ça marchera pas. Ça prend une machine en arrière de toi. Fait que la machine, tu veux aussi... Toi, tu te mords les lèvres, là. Ouais. Je le savais. Tu te mords les lèvres. Mais on a besoin de la machine aussi qui va en arrière de ça. La chose qui est difficile, c'est que l'UFC est comme la seule et unique machine en ce moment. Puis c'est ça qui fait mal. Il n'y en a pas de compétition ailleurs, tu sais. Mais oui, c'est un fait que tu viens de raconter, tout ça, mais... Tu sais, quand tu vois Conor Benn, justement, qui n'est pas un boxeur de premier plan, là. C'est pas le boxeur le plus connu de l'histoire. Là. Moi, je le connaissais parce que je suis la boxe, mais tu sais, il n'est même pas champion du monde, rien. Puis là, on lui offre à Zuffa Boxing 15 millions pour un combat. Puis ça, c'est plus que les bourses combinées d'Alex Pereira, Islam Makhachev et Ilia Topuria. Ce que les trois ont fait ensemble dans tous leurs combats en 2025. On donne plus que ça à un seul boxeur qui n'est même pas un boxeur de premier plan, alors que c'est peut-être les 3 plus grandes vedettes de l'UFC. Tu peux comprendre quand même les combattants de l'UFC. Tu peux comprendre les vedettes de l'UFC de commencer à grenouiller puis dire s'il y a de l'argent pour un Conor Benn, est-ce qu'il peut en avoir pour les vedettes de l'UFC? Puis est-ce qu'on nous, on mériterait pas plus? Puis
Max Holloway en a parlé cette semaine, Gagey en a parlé en début d'année, Sean Strickland en a parlé, Adesanya en a parlé, Aljamain Sterling en a parlé. Les vedettes commencent à se dire, on se fait-tu avoir là, quelque part? C'est parce que depuis en plus qu'on voit les chiffres que l'organisation font, il faut qu'il y ait 7,7 milliards le contrat de télé. Il y a une partie de ça qui est remis à ceux qui combattent pour vous autres. Ça, c'est la même chose n'importe où. Là. Ils se doivent de faire ça. Mais il ne faut jamais oublier, ce que je veux dire là-dedans, là, c'est pas que les salaires ne devraient pas augmenter. C'est oublie pas que tu as besoin de cette machine-là pour faire cet ensemble-là. Il faut que vous travaillez ensemble. Je veux pas être contre eux autres, je veux qu'on travaille ensemble. On négocie les salaires ensemble, mais on a besoin un de l'autre. C'est ça, que je veux dire. Je suis d'accord avec ça, moi aussi. Ouais, c'est bien résumé. Je me suis bien rattrapé. Ouais. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pas un monopole, l'UFC, mais pas loin. Puis c'est sûr que c'est la plus grande organisation au monde. Ils peuvent avoir le contrôle là-dessus. Puis Conor Benn, son salaire n'est pas payé par Zuffa, il est payé par le fonds d'Arabie Saoudite. Donc, ça vient même pas de la même poche et tout ça. Donc, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Mais ce que je retiens de ce que tu viens de dire, Val, c'est que aller prendre l'ennemi juré de Dana White comme agent, ça va peut-être pas avoir les résultats escomptés. C'est mettre de l'huile sur le feu. C'est ça. Je le laisse faire le test. On verra les exactement, résultats. on verra. Bref, OK, très rapidement, annonce des combats. Jiri Prochazka va affronter Carlos Ulberg pour le titre des mi-lourds à l'UFC 327. Ça, c'est le 11 avril prochain à Miami. Pourquoi? Parce que Alex Pereira délaisse sa ceinture. On s'attend à ce qu'il monte chez les lourds, tente de devenir le premier triple champion. Et là, ça va être contre qui? John Jones, Cyril Gane ou Thomas Penold, si on s'entend. Bref, Johan, peut-être Prochazka, Ulberg, Pereira chez les mi-lourds. Chez les lourds. Moi, Pereira chez les lourds, je trouve ça excitant parce que Pereira, c'est un immense combattant. Il est grand. Je pense que s'il met un petit peu de muscle sur sa carrure, là, il peut facilement aller se battre avec les plus gros. Au niveau de la mobilité, c'est peut-être pas le combattant le plus mobile. Fait que là, j'ai hâte de voir. Les lourds, en général. Surtout s'il se prend, exemple, contre mais là, peut-être pas un John Jones, là, mais un Aspinall qui a une très grosse lutte. Un Gane, qui aime mieux échanger debout, ça pourrait être intéressant, mais on le sait que Pereira, sa lutte, c'est peut-être pas son point fort. Puis de l'autre côté, Prochazka contre Ulberg, mais là, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, Jiri, c'est un combattant que j'adore, qui est pas vraiment, il est un peu un orthodoxe. On sait jamais. Ouais, un peu beaucoup. Ouais. On sait jamais trop ce qu'il va lancer. Ça déplace gaucher, droitier, très kamikaze, mais dans la noble art des samouraïs, moi, je suis très impressionné par son personnage. Là. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il va peut-être rater la naissance de son premier enfant? Je sais pas si tu as vu ça passer. C'est fou. En même temps, écoute. Ça va avec le personnage. Ça va complètement avec le personnage. J'imagine que sa femme, elle l'a choisi en sachant dans quoi qu'elle s'embarquait. Probablement. Elle a dit juste si c'est un combat de championnat, tu peux. C'est-tu vrai? Ouais. Elle a-tu dit ça pour elle? Ah ouais, elle a dit si c'est un combat de championnat, je te permets d'y aller. J'ai vu la même chose. Hey, mais pour en revenir, par exemple, sur Pereira qui monte chez les lourds contre John Jones, moi, je pense que ça va être... c'est un des plus gros combats de l'histoire, là. Oui, mais il y a tellement de choses, pas juste là-dedans. Tout l'aspect que Aspinall devrait être en premier. Cyril Gane aussi devrait être en premier lieu. Je veux dire, encore là, on vient à ce qu'on discute depuis le début de l'année. C'est pas juste, mais regarde, ils veulent mettre les combats que les gens veulent voir. Puis si on parle de carte de la Maison-Blanche, tu mets un Américain en plus. Ouais. Peut-être le plus grand combattant américain de l'histoire en John Jones. Bref, on sait pas où en est son arthrite, où en sont ses hanches. Mais il y a peut-être d'autres choses à dire. Je suis pas sûr que c'est le bon combattant à mettre à la main. John Jones irait contre Pereira. Parce que il l'a toujours dit. Sa lutte est tellement dominante. Aspinall, il disait toujours je vais prendre Pereira parce que pour mon héritage et tout ça, c'est un peu. Sa lutte est tellement dominante, je pense qu'un combat contre Pereira pour lui serait vraiment alléchant. Je pense que c'est pas un bon combat pour Pereira. Non, exactement. Exact. À suivre donc, et McGregor, pas de nouvelles. Est-ce que ça va être à la Maison-Blanche? Est-ce que ça va être le mois suivant, mois de juillet, International Fight Week? Est-ce que ça va être jamais à suivre? Mais Dana White devrait annoncer la carte de la Maison-Blanche sous peu. Donc, peut-être qu'on aura des nouvelles là-dessus la semaine prochaine. Ça fait le tour, mes chers amis. Valérie, on se retrouve samedi. Bientôt, ouais. Pour l'UFC 326. Johan, merci encore une fois d'être passé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. Merci à Philippe en régie. Merci à toute l'équipe ici à Cube Radio. Bien sûr, le SOS Podcast est disponible sur Cube Radio, sur tvasport.ca, sur la page YouTube de TVA Sport et sur toutes les plateformes où vous pouvez télécharger vos podcasts. Je m'appelle Ben Baudouin et je vous dis à bientôt. Ciao.